Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Carré de Paris pour cette conférence sur l'histoire de New York comme ville arabe, pour laquelle donc on accueille Marc Théris. Vous êtes muséologue, vous êtes historien, vous êtes également écrivain. Et donc, vous publiez ce livre, New York, ville arabe, qui sera disponible à l'issue de la conférence pour, si vous souhaitez l'acheter et le faire dédicacer. Et donc, pour discuter de ce livre et de ce thème, nous avons invité comme modérateur Yves Chemla. Vous êtes un critique littéraire et enseignant à l'IUT de Sciences Po. Et donc, je vais vous laisser la parole à tous les deux. Merci beaucoup encore d'être venus et puis bonne soirée. Euh, voilà, on a à peu près une bonne heure pour pouvoir échanger sur ce livre qui est un peu particulier, parce que je racontais à Marc Théris que la première fois, c'est pas la première fois qu'on a un échange. On a déjà eu lors de la sortie du livre au Maghreb du livre il y a 2 ans, Oui, à l'hôtel de ville. à l'hôtel de ville. Euh, Ça fait un drôle d'effet de lire quand on n'est pas au courant, quand on est euh, associé à New York, le portrait d'une ville arabe. Voilà, il y a un effet de bizarrerie. Et en fait, dès qu'on rentre dans ce livre, dès qu'on rentre dans le récit de la circulation à l'intérieur de New York, on est tout à fait convaincu. Moi, je propose qu'on commence cet échange. Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, il y en a beaucoup trop, mais c'est pas grave. Qu'on commence cet échange avec le- le- la définition de votre projet et puis la manière dont vous avez circulé dans New York, parce que ça, c'est une partie très très importante du livre. Alors, pourquoi je me suis intéressé à New York, portrait d'une ville arabe? C'est dans la continuité un peu d'un travail que j'avais déjà commencé sur le Portugal, sur le monde lusophone, parce que je m'intéresse beaucoup au monde lusophone. J'avais écrit un livre qui s'appelait Lisbonne dans la ville musulmane, où il était question de déambulation dans la capitale portugaise, sur les traces du passé arabo-berbère, musulman de Lisbonne. Parce que ce passé n'était pas très connu. Donc je voulais trouver un autre lieu en Occident où la mémoire, l'histoire du monde arabe était méconnue. Alors à un moment, je m'étais intéressé à Montréal, mais bon, j'ai pas trouvé énormément de choses. Et puis je me suis dit, c'est vrai quand même que le Prophète a été écrit en anglais à New York, et c'est à partir de là que j'ai déroulé la bobine, le fil de la bobine de l'histoire, et j'ai découvert tout un univers lié à cette présence arabe, cette présence syro-libanaise dans un premier temps, à New York. Donc il y a ce côté historique. Je voulais essayer d'exhumer quelque chose qui me semblait assez méconnu, tout du moins en France, parce qu'il y a peu d'ouvrages francophones sur ce thème. Il y en a qui ont été écrits par des Arabo-Américains ou des Anglo-Saxons, les Canadiens, les Américains, des Anglais aussi, mais pas beaucoup par des francophones. Donc ça me paraissait intéressant de parler de ça. Et puis je voulais aussi écrire quelque chose qui ne soit pas un essai traditionnel. Ce que j'ai voulu faire, ce que je pense que j'ai à peu près réussi à faire dans Lisbonne, dans la ville musulmane, mais je voulais le reproduire au niveau de ce livre, New York, portrait d'une ville arabe, mais peut-être en mieux. Enfin, je sais pas si c'est mieux, j'ai essayé en tout cas, avec un ouvrage qui soit un peu ce que j'appellerais un passe-muraille. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait un essai. Ça pointe un peu sur le roman parfois ou le littéraire, mais c'est pas un roman. C'est un peu un récit de voyage aussi. Ça serait un peu un documentaire qui serait écrit et qu'on pourrait peut-être, dont on pourrait parler à la radio. Donc c'est un mélange de plusieurs choses. C'est un peu un ovni en fait. C'est indéfinissable. Moi-même, je ne saurais pas trop le définir, puisque je me mets un peu en scène. Dedans, pour déambuler dans New York, j'utilise ma bicyclette, j'utilise des transports. Je parle beaucoup de New York, là, de New York, portrait d'une ville arabe. Je fais des liens entre New York et cette arabité new-yorkaise. Je m'intéresse à d'autres communautés parfois. Je rencontre des personnes aussi que j'ai réellement rencontrées. Parfois, les noms ont changé. Ça pourrait être un carnet de recherche à ciel ouvert, en fait, ce livre. Puisque il y a une mise en scène aussi de la recherche scientifique in situ.
Et je dirais que c'est pas un livre d'historien, en fait, c'est plus un livre de géographe, si je devais le qualifier. Parce que je me sens un peu plus géographe avec l'âge maintenant. Et je me détourne un peu des historiens. J'espère qu'il n'y a pas trop d'historiens ici. Mais parce que c'est le géographe de terrain, c'est un peu prétentieux de dire cela, mais le géographe à l'ancienne, à la Élysée reclus, qui va rencontrer des gens, qui vont devenir des sources, voilà. Hein, même s'il y a un gros côté historique, les bâtiments aussi deviennent des sources, les lieux deviennent des sources. Hein, par exemple, une épicerie syrienne, ben, ça va être une source parce qu'elle a une histoire, comment elle est arrivée là, aujourd'hui, comment les gens la fréquentent. Il y a un peu de d'ethnologie, d'anthropologie, de la sociologie, je dirais de la géographie en fait, parce que ça rassemble tout ça. Pour moi, la géographie, j'ai fait aussi de la géographie. Donc il est très géographique, se dit, mais une géographie de terrain, un peu à l'ancienne, un peu littéraire. Si je devais trouver quelque chose qui ressemble à peu près à ce que j'ai voulu faire. Donc voilà pour présenter un peu la démarche, je dirais. Merci. C'est en fait tout à fait en, en relation avec la ville elle-même. C'est-à-dire que la ville de New York, elle présente ces mêmes caractéristiques, cette espèce de bouger, cette dynamique, et en même temps, ces lieux un peu bizarroïdes, avec des rencontres totalement qui peuvent être improbables. Alors, il y a de belles rencontres dans votre livre. Il y a quelqu'un qui, un peu comme le lapin blanc dans Alice, qui ouvre la porte et qui vous permet de rentrer dans quelque chose. Et ce type, il est haïtien. Les Haïtiens sont aussi très nombreux à New York pour plein de raisons historiques. Et cet Haïtien, qui s'appelle dans le livre Toussaint l'Ouverture, enfin, qui prend le nom de Toussaint l'Ouverture, euh, il a un rôle important. Je me permets d'insister sur ce type de rencontre parce que le livre, il est construit comme ça, un peu comme une spirale. C'est-à-dire je ne vais pas dévoiler tout le livre, mais il y a quand on le lit, il se passe un certain nombre de choses, de rencontres, etc. À la fin du livre, on va retrouver tout le monde. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cet effet de spirale. Et on va retrouver tout le monde dans des conditions qui sont plutôt agréables. Alors revenons à Toussaint Louverture. Comment il se fait que ce type d'origine haïtienne, enfin haïtien, tienne cette librairie un peu bizarroïde, dans un endroit où peut-être elle n'a pas sa place, mais elle la trouve quand même. Et il sert justement d'intercesseur. Comment ça se fait? Alors déjà, il y a cette librairie qui est complètement improbable, parce qu'une petite librairie à New York, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas comme à Paris. Alors, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas tant que ça. Hein. Quand même, dans une société américaine, même si New York est un peu différente bah, du grand spectacle, des grandes librairies. 6 librairies il y a encore aujourd'hui, avec la vente en ligne. Donc, il y a une librairie qui est une sorte de Capharnaüm, où bien sûr, il va y avoir bah, les livres de chevet, de la créolité, du monde, on va dire, caribéen, du monde afro-caribéen, hein, les auteurs francophones que l'on connaît, hein, d'Aimé Césaire jusqu'à Patrick Chamoiseau, hein, sans parler de Édouard Glissant, François Fanon, etc. Et puis ce Toussaint Louverture, il a cette singularité que j'ai pas détectée tout de suite, c'est en discutant avec lui. Hein. Toussaint Louverture, c'est pas son vrai nom, mais ce libraire haïtien existe vraiment, c'est qu'il a travaillé en fait sur la littérature arabo-américaine, sur l'histoire de la littérature arabo-américaine. Il a même fait une thèse dessus. Alors, il n'a pas trouvé de travail, hein, bien qu'il ait étudié dans une université assez prestigieuse. Il n'a pas trouvé de travail, il aurait aimé faire chercheur, mais il n'est pas vraiment frustré parce que c'est un peu un renégat, tout ça, l'ouverture. C'est quelqu'un qui vit à la marge. Déjà, il a une petite librairie. On se demande comment il arrive à en vivre. Il n'en vit pas très bien, mais c'est par passion. Il donne des cours à droite, à gauche. Et puis, dans ses rayonnages, on va trouver des livres de la littérature arabo-américaine, et c'est lui qui va m'initier à cette littérature arabo-américaine dont j'ignorais presque tout, et qui va me faire rencontrer aussi d'autres personnes qui travaillent sur certaines époques, sur certains auteurs, sur certaines spécialités. En plus, il est très bien introduit auprès des associations arabo-américaines qui ont pignon sur rue maintenant à Brooklyn, jadis à Manhattan. Donc, il va me permettre de rencontrer des membres éminents, des sommités de ce petit monde, de ce microcosme, hein, parce que finalement, les Arabo-Américains, ils sont pas si nombreux que ça à New York.
Et donc, c'est lui qui va me servir de fil conducteur. Et grâce à lui, ce qui est étonnant, hein, parce que c'est un Haïtien, on ne pourrait pas penser qu'il va s'intéresser à la culture arabo-américaine, puisque les États-Unis, il y a quand même un effet miroir. On a souvent une introspection communautaire dans les études, hein. Mais à New York, j'ai trouvé un Haïtien, j'ai trouvé aussi une jeune fille qui est née à Jérusalem et qui travaillait sur les mosquées à New York. Donc c'était et plein d'exemples comme ça. Donc j'ai vraiment été étonné parce que j'avais aussi sans doute des stéréotypes par rapport à ça, de trouver des gens qui s'intéressaient comme moi à cette culture arabo-américaine sans savoir. Enfin, ils avaient des liens indirects parce que les Haïtiens, quand je discutais avec Toussaint Louverture, ils me disaient, je savais pas mal, quand j'étais en Haïti, je connais pas mal de Syro-Libanais, etc. Et ils connaissaient un petit peu. Mais néanmoins, c'était assez étonnant. Et donc lui, c'est vraiment ma porte d'entrée et il va me servir en fait de fil conducteur. C'est lui qui me permet vraiment d'avancer dans ma recherche et dans mes rencontres. Très bon conseiller. Donc c'est un personnage truculent aussi, plein d'humour dans la réalité. J'espère avoir réussi à retranscrire ce trait de caractère. Alors, c'est un microcosme. Si vous permettez, je vais revenir sur alors sur les débuts un peu de cette histoire, et sur cette première immigration. C'est un aspect historique important dans le livre, et je vais rappeler quelques chiffres que vous donnez vous-même. Alors, je vais pas nous épuiser. Tout au long d'une grosse cinquantaine d'années, à cheval sur les 19e et 20e siècles, soit de 1875 à 1925, il estime à environ 95 000 le nombre d'Arabes ayant choisi de s'épanouir aux États-Unis. C'est rien du tout, hein. Durant ce même laps de temps, environ 20 millions de migrants arrivant principalement d'Italie, d'Europe de l'Est, des personnes de confession juive en particulier, et de Grèce, sont parvenus sur le sol américain. Voilà. En 1924, on compte approximativement 200 000 individus arabophones aux États-Unis, pas seulement à New York. Donc c'est effectivement un microcosme. Et un microcosme qui s'est pas, qui est pas passé par cette dissolution qu'on peut voir quand on nous fait le coup du melting pot, quoi. C'est pas ça. Ils ont commencé à s'installer et il y a une histoire avec la petite Syrie et puis ensuite il y en a eu d'autres. Et puis il y a une circulation à l'intérieur de New York que, 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 que vous racontez avec beaucoup de précision. Oui, alors justement, on peut y revenir. Les premiers Arabo-américains, si on peut les appeler comme ça, ils viennent essentiellement de l'actuel Liban, des monts du Liban, et ce sont dans leur très grande majorité, à 90%, des Maronites. Alors, ils partent entre la fin du 19e siècle et jusqu'aux années 1920, 1930, 1925, je dirais, parce qu'il y a la loi sur les quotas aux États-Unis qui va pas trop leur permettre de partir. Bon, il y a des regroupements familiaux qui sont toujours possibles, ça va quand même stopper cet élan. Ils partent parce que déjà il y a des difficultés économiques importantes au niveau de la région des monts du Liban. L'industrie de la soie est en train de se casser la figure. Il y a une D'autres, famine. les famines, après, oui, au début du XXe siècle, la grande famine. Et puis il y a aussi la nécessité d'aller se battre pour l'armée ottomane, qui fait qu'il y a pas mal d'habitants des monts du Liban qui refusent d'aller se battre. Il y a un début de naissance du nationalisme arabe, on va dire, qui entraîne un exil. Alors, vers les États-Unis de l'époque, mais pas que, hein, vers toute l'Amérique, vers l'Europe aussi, avec des paquebots, hein, toute l'histoire des paquebots sur laquelle on pourra revenir, avec Marseille qui sert de point d'entrée. Après, ils repartent vers d'autres ports transatlantiques, Cherbourg, Anvers. Hein, c'est ça. Un voyage périlleux. Dans le, il y en avait quelques-uns qui ont pris le Titanic, notamment. Hein, c'était 130, je crois, et 30 qui ont survécu dans des conditions difficiles parce qu'ils étaient en troisième classe. Et ces Syro-Libanais, ils arrivent à New York, dans le sud de Manhattan. Souvent, ils s'implantent dans le sud de Manhattan, dans un quartier aujourd'hui qui a disparu, qui s'appelle Little Syria, qui est à côté de Washington Street. Cette rue existe toujours, mais a largement été remaniée parce que on a créé l'entrée des tunnels pour aller à Brooklyn, les tunnels routiers. D'ailleurs, ça c'est paradoxal parce que cette communauté va aller à Brooklyn par la suite. Mais bon, de la fin du 19e siècle jusqu'à 1945, on va dire, c'est l'épicentre
de cette arabité américaine, donc Little Syria. Alors, les entrepreneurs syro-libanais, ils sont quelques-uns, ils se sont installés là parce qu'ils sont allés aussi à l'exposition universelle de Philadelphie en 1876 qui a joué un rôle important. Il y avait des entrepreneurs issus de l'Empire ottoman, puisqu'à l'époque c'était l'Empire ottoman, notamment des Syro-Libanais qui ont été impressionnés par le dynamisme économique, qui ont commencé à faire des affaires. Ils ont commencé à installer des entrepôts au sud de New York où ils ont fait de l'import-export, où ils faisaient même de la transformation de produits textiles, notamment sur place, et qu'ensuite ils diffusaient à travers les États-Unis via des colporteurs. Donc ils ont besoin de main-d'œuvre pour faire ce colportage. Et les premiers arabo-américains, les premiers syro-libanais, vont justement exercer cette fonction de colporteur en travaillant dans les entrepôts de Little Syria. Alors il y a des entrepôts, mais il y a des habitations, il va y avoir des églises, parce que c'est des chrétiens, notamment à Washington Street. Il y a toujours une église, l'église de Saint-Georges, qui est encore visible, hein. Je crois que c'est au 104 d'ailleurs de la rue. C'est aujourd'hui un café, mais on la voit bien avec son décor néo-gothique. Elle fait penser au Woolworth Building, si vous connaissez, à New York. Il y a des journaux aussi qui vont être créés. Il y a toute une vie qui va se mettre en place et qui va un peu calquer ce qui a existé au Liban au début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on va avoir une sorte de société clanique qui va exister dans Little Syria avec les maronites, les orthodoxes aussi, hein, et notamment la personne de Najib al-Bili, qui est un chef de famille, on va dire, grec-orthodoxe, qui interprète au bureau de l'immigration, ce qui prouve qu'il y avait quand même des Syro-Libanais, hein. Donc dans l'ancêtre d'Ellis Island, et un peu à Ellis Island au début. Donc il y a deux familles en fait qui se livrent un peu bataille à Little Syria. Il y a les Moukarzel, hein, qui vont notamment mécéner pas mal d'auteurs arabo-américains. Je pense à Amin Rihani, par exemple, hein, qui est un auteur connu, qui fait partie de ce qu'on appelle la Pen League, qui est une association en fait d'écrivains. Et puis vous avez des familles Arbili, qui est grec orthodoxe, et Moukarzed est un maronite. Donc des fois il y a des heurts entre eux, il y a même des morts. Il y a des guerres de Il y a gangs, des oui. guerres de gangs, voilà. C'est C'est assez fréquent à l'époque, oui, oui. oui, oui. Même d'ailleurs intercommunautaire, intracommunautaire, extracommunautaire, il y a des Irlandais aussi, il y a des Oui. accrochages, parce qu'il y a des guerres de territoire, voilà. Donc Little Syria, c'est vraiment un microcosme commercial avec ses colporteurs qui vont ensuite faire la conquête de l'Ouest américain. Il y a même des comédies musicales qui retranscrivent cela, qui montrent un peu cette histoire des Arabo-Américains à l'époque. Il y a un journal aussi qui a été écrit par un Arabo-Américain colporteur qui va aller vers l'Ouest, qui parle un peu de sa vision des États-Unis, où il s'identifie un peu aux Amérindiens. C'est assez intéressant d'ailleurs, hein. C'est quelque chose qui a été écrit en 1920. Et Little Syria va être le centre commercial de on va dire, ce système économique qui a été mis en place par les Syro-Libanais, avec d'autres entrepôts qui vont vers Chicago, à San Francisco, à Seattle. Et ça va durer comme ça jusqu'en 1945, où les Syro-Libanais vont aussi participer à la Première Guerre mondiale en combattant l'Empire ottoman parfois, à la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à ce qu'il y ait la construction du Battery Tunnel pour aller à Brooklyn. Et ils vont déménager lentement mais sûrement à Brooklyn, où le centre en fait de la ville arabo-américaine, ça sera plus Washington Street à Manhattan, mais ça sera Atlantic Avenue à Brooklyn, Atlantic Avenue, où il y a encore des commerces syro-libanais, et notamment des pâtisseries, des épiceries aussi, qui existent encore, qui se sont installées à cette époque-là. Et puis, il va y avoir aussi la fameuse cathédrale maronite, à partir de 44, cathédrale maronite qui est à Brooklyn, hein. Il y avait d'autres églises, hein. Je parlais de l'église Saint-Georges. Au début, les maronites n'avaient pas leur église à Manhattan, donc ils allaient dans une église de culte irlandais. Et donc cette cathédrale maronite, qui est une ancienne église irlandaise, je crois, va être consacrée en 44. Et elle a cette particularité, c'est que les portes de cette cathédrale sont des portes en bronze issues du paquebot Le Normandie, qui avait été arraisonné par l'armée américaine en 1942 et qui avait brûlé. Donc ces portes ont des petits médaillons, alors il y en a 9 qui ont survécu, qui représentent des villes normandes. Vous avez notamment le Gros Horloge de Rouen,
sur ces médaillons. Donc c'est assez intéressant. Moi, je l'ai visité via un prêtre qui parlait très bien français, un prêtre maronite, bon, qui m'a retracé toute l'histoire des relations entre la France et le Liban depuis François Ier jusqu'à nos jours. Hein, j'en parle un petit peu de façon ironique d'ailleurs, parce que, bon, voilà, un peu certains maronites libanais. Et il y a cette cathédrale, et puis il y a d'autres lieux qui sont encore des associations dédiées aux Arabo-Américains qui font des études, qui aident les Arabo-Américains à s'intégrer. Mais aujourd'hui, le centre de la vie arabo-américaine, c'est à partir des années 60, 70, surtout à partir des années 60, parce qu'à partir des années 60, il va y avoir une ouverture de l'immigration américaine, hein, avec les années Kennedy, où il y a des changements vraiment de paradigme. Avant, on était plutôt dans l'acculturation des migrants. À partir des années 60, on va avoir ce qu'on appelle l'IFEN, c'est-à-dire, on veut dire arabo-américain, américain quelque chose avec l'origine. Et ça, c'était nouveau pour l'époque. La société américaine connaît de grandes transformations. Au-delà des Syro-Libanais, alors il va y avoir des Libanais hein, qui vont venir pendant la guerre civile, bien évidemment, mais il va y avoir aussi, à partir des années 50-60, des Égyptiens, des Palestiniens, des Yéménites, des Irakiens, des Maghrébins aussi, notamment des Marocains. Oui. Voilà, On on peut faire reparlera des un sort Marocains. sur la présence des Marocains qui se sont appropriés tout le mythe de la cuisine nord-africaine, la Oui, cuisine arabe. Et en fait, c'est, euh, ça a été l'objet d'une captation, littéralement, par des émigrés ou des migrants marocains et qui ont bien essaimé notamment sur Atlantic Avenue. alors ils ont essaimé sur Atlantic Avenue et maintenant ils sont à Astoria, dans le Queens, à D'accord, côté oui, d'un c'est vrai. quartier qui s'appelle Little Egypt. Il y a eu pas mal d'Égyptiens qui sont venus. Alors, c'est souvent des Syro-Libanais qui sont partis d'Égypte à l'époque de la nationalisation du canal de Suez. Mais il y en a d'autres qui sont venus après, même au moment de la révolution égyptienne, il y en a qui sont venus. Et à côté de Little Egypt, il y a Little Morocco, Little Maghreb, enfin on l'appelle comme on veut. Il y a beaucoup de Marocains. Il y a des restaurants qui font de la cuisine marocaine, des fois avec des noms français, mais qui mélangent un petit peu aussi avec de la cuisine libanaise, parce que la cuisine, on va dire arabe pour les Américains, ça reste quand même libanais. Donc il y a cette double entrée. Et puis le Maroc a des relations privilégiées avec Oui, les États-Unis, c'est puisque ça. le Maroc, c'est le premier État à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis avec Mohamed III. Et très rapidement, en 1780, il y a eu un traité d'amitié pardon, maroco-américain, qui a été un des premiers traités d'amitié qui a été signé entre deux États. Ce qui a permis d'ailleurs aux Marocains sur place, puisqu'il y en avait déjà à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, d'éviter les lois ségrégationnistes du Sud. C'est-à-dire qu'au début, la loi ségrégationniste, elle s'appliquait à tous ceux qui n'étaient pas anglo-saxons, on va dire. Hein. C'était presque même les Italiens ou certains qui avaient le teint un peu mat. Alors les Arabo-Américains de l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais les Marocains entraient dans la case. Mais on a des sources, en fait, à travers un jugement d'un tribunal qui permet aux Marocains sur place, enfin, 4 personnes, d'éviter d'être soumis aux lois ségrégationnistes de Caroline du Sud. Et donc ça, c'est probablement dû à ce traité maroco-américain et au fait que le Maroc ait reconnu l'indépendance des États-Unis. On le voit sur le long terme, hein, les relations entre les sultans du Maroc et les États-Unis sur le long terme, toujours été des relations, on va dire, de bonne intelligence. Enfin, hein, voilà. Il y a toujours un soutien d'effectifs des États-Unis sur le Maroc au niveau politique. Hein. Si on le voit aujourd'hui, par exemple, sur le Sahara, un soutien des États-Unis sans faille. Et c'est sans doute dû à ça. Alors les Marocains, effectivement, ils sont assez visibles. Il y a peu de Tunisiens, quelques Algériens, mais même quand les Algériens font des restaurants, parce qu'il y en a, c'est toujours de la cuisine marocaine. Ils vont vendre ça comme ça. Voilà, c'est paradoxal, mais et puis bon, je pense au niveau de la vision des Américains par rapport au Maroc, l'Américain moyen a une vision positive du Maroc pour X raisons, c'est comme ça. Donc, je disais, oui, on parlait de Brooklyn, et à partir des années 60, Atlantic Avenue garde toujours un rôle, mais surtout à Bay Ridge, où les communautés plus au sud de Brooklyn s'implantent. Là, on va avoir
des Irakiens, des Égyptiens, des Yéménites, beaucoup de Palestiniens aussi qui vont venir à partir des années 50-60. Hein. Donc dans ce quartier, il y a énormément de restaurants, des épiceries, et puis il y a une vie culturelle aussi, une culture arabo-américaine. Alors si jusque dans les années 50, il y a eu quand même une assimilation, on va dire, des Syro-Libanais qui étaient essentiellement chrétiens avec des prénoms finalement anglo-saxons qui vont remplacer leurs prénoms arabes. Dans les années 50-60, mais il y a un renouveau un peu en lien avec le nationalisme arabe, je dirais, d'une culture arabo-américaine à travers la musique. Par exemple, il y a des labels qui vont distribuer de la musique arabo-américaine, qui sont un peu une musique hybride, avec des rythmes arabes. C'est notamment bon, il n'est pas très connu chez nous, mais il y a un batteur qui s'appelle John Koshak, qui a pas mal réussi aux États-Unis, et qui est d'origine arabe, donc il prend des rythmes arabes avec la musique américaine. Il y a des labels de disques aussi. Il y a Albert Rachid qui avait créé une entreprise pour distribuer de la musique arabe aux États-Unis. Donc il y a un microcosme qui commence encore plus à s'affirmer qu'auparavant, à partir des années 50-60, et à travers aussi différents écrivains dont on pourra Oui. reparler. Et justement, je voudrais rebondir sur cet aspect-là, sur la question de la distribution, hein, dans le reste du pays. Il ne faut pas oublier que c'est le point de départ, je dirais, c'est une sorte de vocation de la ville de New York d'être le point de départ de cet aspect. Et c'est vrai que, bon, vous l'évoquez, alors c'est pas votre sujet, mais par exemple, il y a une émigration arabe importante à Detroit, parce que les gens vont travailler dans l'industrie automobile. Et puis dans d'autres lieux, peu à peu, les gens vont aller en Californie. Et en Californie, on a le nom de cette actrice que tout le monde connaît, dont tout le monde se souvient, qui est Farrah Fawcett, par exemple, euh, euh, qui n'était pas irlandaise. Ça, c'est clair. Donc effectivement, on a aussi le fait que cette c'est le portrait d'une ville arabe, mais c'est aussi le portrait de la vocation de New York à travers une communauté qui regroupe plusieurs communautés, ça c'est clair. Euh, euh, Ce que je veux bien, mais dans les restaurants marocains qu'on propose des mezzés libanais, il y a peut-être un petit souci sur la définition de la gastronomie, par exemple. Mais voilà. Oui, mais New York, c'est vraiment la porte d'entrée, effectivement, de cette émigration arabo-américaine qui est plurielle. Hein. Il y a le Levant, le Maghreb. Alors, il y a de l'unité, de la diversité, même si, justement, pendant longtemps, les Arabo-Américains, mais ils savaient pas dans quelle case rentrer. Exactement. Parce que les Marocains, ils savaient pas quelle case cocher, ou d'ailleurs les Algériens ou les Tunisiens, lorsqu'on faisait les recensements ethniques, puisqu'aux États-Unis, la question de race ou d'ethnicité est importante. Et donc, il y avait pas arabe, donc les Marocains, ils cochaient Afrique, par exemple. Mais bon, de plus en plus, ils cochent Afrique parce qu'ils se sentent maintenant, les Marocains là-bas, un peu afro-descendants, on va dire. Mais les autres, ceux qui sont les Syro-Libanais, ils cochaient Asie, mais bon, c'est pas tout à fait révélateur. Voilà. Et pendant longtemps, ils savaient pas trop ce qu'ils étaient. L'arabité, quelque part, elle va aussi se construire dans l'exil. Je parlais tout à l'heure des Moukarzel, des Arbili. Ils vont travailler à la naissance du Liban, militant pour un grand Liban, au début du XXe siècle. Il y a un panarabisme qui se crée à cheval à la fois sur l'Occident, bon, les États-Unis, la France, c'est vrai aussi, et puis le monde arabe, notamment le Proche-Orient. Hein, donc ces communautés, pour certaines, participent à la création de ce panarabisme, en tout cas de cette nahda, de cette renaissance du monde arabe. Hein, alors il y a aussi une petite anecdote, puisqu'on disait que New York c'était la porte d'entrée de cette émigration arabo-américaine qui va essaimer après à Chicago, Boston, en Californie. À Farrah Fawcett, on pourrait parler de Steve Jobs aussi, hein, dont le père en fait est syro-libanais, et sa sœur Mona Simpson, sa sœur biologique, hein, même si ils ont été séparés à un moment donné parce que Steve Jobs a été abandonné, parce que bon, issu d'une union en mariage, enfin, je passe les détails. Hein, Mona Simpson, comme le personnage des Simpsons, qui est sa sœur naturelle, parce qu'elle était mariée à celui qui va produire les Simpsons. Donc voilà, je voulais parler de la Statue de la Liberté, qui est le point Oui. d'entrée en fait. Mais la Statue de la Liberté, elle est un peu arabo-américaine.
Parce que Bartholdi, lorsqu'il a voulu faire ce statut de la liberté, à la base, elle était prévue pour l'entrée du canal de Suez. Et en fait, il a utilisé les traits d'une paysanne égyptienne. Et cette statue de la liberté, elle est beaucoup utilisée dans le cinéma aussi arabe. Bah, Youssef Chahine, par exemple, je crois que c'est Alexandrie, pourquoi pas. Il l'a fait sourire avec un sourire édenté, une façon de parler un peu des promesses non tenues par les États-Unis. Hein, puis il y a d'autres écrits aussi qui sont liés à cette statue de la liberté, des écrits des écrivains arabo-américains ou d'ailleurs de voyageurs arabes qui sont de passage, qui aiment bien toujours utiliser l'ironie pour parler des promesses des États-Unis et de la réalité des travailleurs arabo-américains ou autres qui dépassent ce qu'on avait, ce dont on pourrait rêver, on va dire. Voilà, donc cette statue de la liberté, déjà, c'est un symbole en soi. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, notamment par un dénommé Berenson qui a beaucoup écrit là-dessus. Après, il y a d'autres fantasmes qui parlent d'une tête berbère couronnée. Bon, ça, c'est les Marocains, c'est pas évident. Voilà, on veut dire un peu de mythologie derrière. Mais le fait que ça soit les traits d'une paysanne égyptienne et qu'effectivement la statue de la liberté était prévue pour l'entrée. Beaucoup d'Afro-Américains, beaucoup d'Asiatiques, des Indonésiens notamment, des Indiens. Mais je pense que les arabophones dans la grande mosquée de New York sont très minoritaires au final. Ils sont très peu nombreux. Donc, dans l'image des Américains, les Arabes, ça va être les méchants Palestiniens. Voilà, c'est vraiment ça l'image qui va, et c'est encore le cas aujourd'hui, qui va ressurgir. C'est les terroristes, mais c'est pas forcément. Alors, il y a eu le 11 septembre, mais c'est plus lié à ça, je dirais. Hein, de- l'image de l'islam. Puis l'islam n'est pas une religion très importante aux États-Unis, hein, par ailleurs. Il y a pas tellement de musulmans, même à New York. C'est pas... alors il y a des mosquées, à New York, j'en parle dans le livre. Il y a quelques yéménites qui ont des mosquées qui leur sont dédiées à New York, notamment dans le Bronx. Mais ils sont pas si visibles que ça. L'islam est pas si... Après, il y a quelques boucheries halal, des choses comme ça, mais c'est pas tellement visible. Donc, il y a, le Nation of Islam, c'est plutôt lié aux Afro-Américains dans l'image, à Mohamed Ali, etc. À ceux qui sont, je dirais, la cinquième colonne, ce que je veux dire, hein, mais dans l'image de certains politiques américains, comme Trump, par exemple, qui risquent de faire vaciller l'Amérique anglo-saxonne. Et une dernière question sur Zoom qui vous demande si vous aviez quelque chose à ajouter à propos de Edouard Saïd. Oui, alors j'en parle dans le livre. Il fait partie déjà, Edward Saïd, de ces Palestiniens qui arrivent dans les années 50-60 à New York parce qu'il y a une loi qui est votée pour accueillir les réfugiés. Donc je crois qu'il y a 5 000 ou 6 000 réfugiés palestiniens qui arrivent aux États-Unis. Et Edward Saïd va pouvoir s'épanouir à l'Université de Columbia, qui est à New York. Donc c'est aussi un arabo-américain en écrivant sur l'orientalisme. Et il est déjà justement un peu comme Youssef El-Guindy ou d'autres. Il va à la fois critiquer la vision des Occidentaux, hein, avec des guillemets, sur l'Orient, ou comment en tout cas l'Orient a été fabriqué. Hein. Maintenant, on parle aussi de la façon dont l'Occident est fabriqué. Et puis, il va aussi en partie, on en parle moins, critiquer sa société d'origine. Donc, il est un peu dans cette veine des écrivains, des penseurs arabo-américains, des intellectuels, qui vont à la fois critiquer la société d'accueil et se permettre en tout cas, espérer des changements dans leur autre société, parce qu'ils sont un peu à cheval sur ces deux mondes finalement. Ils en gardent un peu les deux, sans être tout à fait des deux univers. C'est là où est la difficulté de l'exil et de l'hybridation, dont parlent beaucoup aussi d'écrivains arabo-américains. Ils parlent beaucoup de l'exil. On trouve dans beaucoup de littérature de l'exil, hein. Par exemple, en France, chez les Iraniens, chez les Portugais, où on a à cheval entre deux mondes. Et Gibran Khalil Gibran parle très bien de ça, justement, dans ses écrits, où ils sont pas vraiment des mondes du Liban, mais ils sont pas vraiment non plus américains. Et justement, ils ont créé un monde à part, un monde entre les deux. Et c'est un peu ça, être arabo-américain, je pense, ou avoir une double culture finalement, Une double, une triple, une enfin. triple, une quadruple, Ouais, ou être un nomade, ouais, voilà. tout à fait, Ouais. tout à fait. Si on prend le cas de Steve Jobs ou de Mona Simpson, c'est flagrant. C'est-à-dire que les intersections sont multiples. Oui. Et ça, c'est assez impressionnant.
Oui, on retrouve ça dans beaucoup de personnages ou de personnalités dites arabo-américaines, mais qui en fait sont peut-être beaucoup plus, parce qu'elles ont des interactions ou des influences. On en arrive justement à New York pour certains groupes sociaux, certains individus, où ben, l'identité n'est plus une assignation. Où finalement, on va choisir son identité, on va créer, ou ses identités d'ailleurs, et on va créer quelque chose d'hybride. Et c'est peut-être ça New York, justement, une identité new-yorkaise, j'aimerais dire, qu'on peut retrouver dans certains quartiers de Paris par ailleurs, hein, dans le nord-est parisien par exemple, on va retrouver ça aussi avec ses métissages, ou ce qui est assez unique, alors, complètement unique en France, ça c'est sûr, et même, je dirais, dans les sociétés occidentales, où on a ces hybridations absolument intéressantes, contrairement au discours ambiant qui va parler, je sais pas, le français de chouchou, j'en sais rien, ou des trucs comme ça. Mixophobie. Oui, voilà, la mixophobie. Il faut qu'ils aillent dans le 19e arrondissement, par exemple, pour voir un peu ce qui s'y passe. Merci beaucoup, Marc. Merci. Merci de cette générosité. Merci Et d'avoir à vous. rendu cette rencontre possible. Toujours un plaisir.